Après la naissance de votre troisième enfant, vous décidez de retourner à l'université et vous faites donc votre propre expérience de l'éducation des adultes. Donc, pouvez-vous en fait me parler un peu plus de votre expérience personnelle et comment en fait cette expérience personnelle a pu enrichir la professionnelle que vous allez devenir? En fait, c'est une longue histoire, mais moi, j'ai fait à l'époque ce qui s'appelle un cours classique. Donc, c'est l'équivalent du cégep, plus ou moins, là. On faisait du latin, du grec. J'étais à Québec, hein, je viens de Québec. Et donc, quand j'ai terminé, je voulais aller à l'université, mais comme moi-même, j'étais l'aînée de 5 filles. Dans ma famille, il n'y avait pas de garçons. Mon père a dit, bon, ben là, ça suffit, t'as assez étudié, parce que c'était quand même assez spécial de pouvoir même se rendre jusqu'où je m'étais rendue. Et tu dois travailler. Là, j'ai vu une annonce dans le journal qui demandait une journaliste aux pages féminines à l'époque, à Québec, au Soleil. Quand ma troisième fille a eu 1 an, j'ai décidé de retourner aux études. J'habitais pas loin de l'université. Et donc, là, c'est là qu'a commencé un peu mon périple avec l'éducation des adultes. Donc, j'ai été en histoire, mais là, s'inscrire. Alors, je voulais faire à temps partiel, ça existait à peu près pas. Je voulais organiser un horaire pour pas aller là tous les jours pour 1 heure ou 2, de bloquer des choses. J'arrive là-dedans, c'était comme, ils voulaient pas rien reconnaître ce que j'avais fait. J'avais suivi les premiers cours à la télévision, des cours de l'Université de Montréal, crédités. J'avais fait les examens et tout. Là, ils ne voulaient rien me créditer. Alors là, tranquillement, j'ai découvert la reconnaissance des acquis, le fait qu'un adulte à l'université, même si on dit tout le monde que tous les gens sont des adultes, à l'université, les gens qui sont pas dans un cursus continu, c'est très différent. Donc, j'ai découvert tout ça. Et je disais, mon Dieu, c'est incroyable. On dirait qu'on n'a rien fait dans la vie. J'ai 3 enfants, j'ai fait bac à sort, j'ai 3 ans au soleil. Non, rien. Finalement, je suis arrivée, j'ai rencontré une femme qui s'appelait Rose Bernier, que j'ai jamais revue de ma vie, qui a dit, moi, je vais vous aider, je vais vous organiser ça. Alors, elle a réussi à me faire reconnaître, je pense, 6 crédits, et puis elle m'a arrangé un horaire où je pouvais aller 2 jours par semaine. Alors là, c'est une autre chose. J'ai découvert l'importance que peut avoir un conseiller, quelqu'un qui vous aide dans tout ça, là. Donc, votre carrière professionnelle est vraiment très impressionnante. Vous avez occupé des postes tant au Québec qu'au Canada qu'à l'international. Pouvez-vous nous présenter quelques-unes de vos contributions dont vous êtes la plus fière? Moi, j'avais fait des programmes avec les chômeurs, les décrocheurs, les personnes handicapées. J'avais eu des non-entendants, des aveugles qui avaient suivi des cours. Je m'étais arrangé avec ce qu'on appelait les gens qui s'occupaient de la religion, là, pour qu'ils m'enregistrent des cassettes. En tout cas, on a fait plein de choses. Ce qui a fait que un soir, j'étais chez moi, puis le ministre Lorrain, Camille Lorrain, à l'époque, m'a téléphoné. Il m'a dit, Madame Jean, nous allons faire une commission d'enquête sur la formation des adultes. Et j'ai dit peut-être qu'ils vont me demander comme commissaire, parce que j'avais fait beaucoup de choses. Nous voudrions que vous la présidiez. J'ai dit, oh, la présider. Demain, mon sous-ministre va vous appeler, va vous dire le mandat et tout ça. Mais en fait, je dirais que les 2 contributions dont je suis la plus fière, au-delà de mes enfants, je vais dire ça parce qu'ils vont dire tu nous as pas nommés, euh, c'est le rapport. Le rapport, je pense, a été quelque chose de... Et le travail qu'on a fait pour écrire ce rapport, la consultation qu'on a fait à travers tout le Québec. L'autre expérience, c'est la déclaration en bioéthique. Parce que j'ai fait mon doctorat en bioéthique, hein, après. J'ai fait mon doctorat que j'ai eu en 2011. Donc, quand même, j'avais pas 20 ans, là. Mais en même temps, je voulais prouver qu'on peut apprendre à tous les âges de la vie. J'ai fait le doctorat sans problème. Et puis, j'ai fait ça sur le bien commun. Et ça, c'était très important pour moi aussi. Et j'ai présidé à l'UNESCO le Comité international de bioéthique qui a fait la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Alors ça, c'est ma deuxième chose que je valorise beaucoup. Donc justement, quel était le contexte de création en fait de ce programme Nouveau Départ et un peu la finalité? C'était un petit peu avant ça, c'est-à-dire que c'est une femme qui s'appelle Monica Matt qui a vu ce modèle-là, Nouveau Départ. Je pense qu'elle a pris le modèle en France, je crois, mais je suis pas sûre. Je pense que c'est pas Evelyne Sulro qui avait démarré quelque chose comme ça. Alors l'idée, c'était de regrouper des femmes et sur 3 dimensions. Alors leur dire, bon, peut-être que vous voulez travailler dans votre communauté,
Peut-être que vous voulez faire un travail rémunéré, peut-être que vous voulez retourner aux études. Alors, tout le processus, puis moi, comme j'avais fait l'andragogie, j'avais structuré ça, était autour de ces trois pôles-là. Alors, on avait des gens qui venaient parler des trois choses. Moi, je faisais le retour aux études, d'autres faisaient le travail, d'autres faisaient le travail dans ta communauté. Et donc, en faisant ça, à la fin, il y a des femmes qui ont dit, bien, moi, j'aimerais ça retourner aux études. Alors, moi, j'étais dans un cégep. Alors, j'ai dit au cégep, pourquoi on ne fait pas un programme? Donc pour vous, quelle place occupent les femmes dans l'éducation des adultes? Ben, les femmes dans l'éducation des adultes, en fait, historiquement, les femmes ont toujours été des grandes éducatrices. On sait, bon, ils éduquaient les enfants et tout ça. Et ça a été long avant qu'on leur donne leur place, comme partout ailleurs. Les femmes étaient invisibles dans l'histoire, invisibles un peu partout, là. Mais ça a été beaucoup aussi collé, l'éducation, au fait que, en principe, ici, il y avait la sphère privée et la sphère publique. Les femmes étaient dans la sphère privée. Dans la sphère privée, elles n'avaient pas accès à grand-chose en éducation. Mais les femmes se sont petit à petit organisées parce que le travail des femmes a été toujours vu comme quelque chose de temporaire. Parce qu'ils vont retourner à la maison. Après la guerre, ils vont retourner à la maison. Après la crise, ils vont retourner à la maison. Et il y a même eu une loi qui disait que les femmes prenaient les emplois des hommes et qu'elles devaient rester à la maison et contre laquelle s'est élevé, on en parlera tantôt, Idola Saint-Jean. Donc, c'était comme quelque chose qui n'était pas correct d'aller travailler. Donc vous avez récemment écrit un livre qui s'intitule Idola Saint-Jean l'insoumise. Donc Idola Saint-Jean, c'est une figure vraiment marquante du féminisme à l'époque des suffragettes, notamment aux côtés de Marie Gérin-Lajoie et de Thérèse Casgrain. Donc elle a contribué à l'éducation citoyenne des femmes et aux transformations sociales, mais pourtant l'histoire fait pas nécessairement grand place à ses accomplissements et votre livre essaye de changer ça. Est-ce que vous pensez en fait que les femmes ont parfois été évincées de l'histoire de l'éducation des adultes ou qu'on a minimisé? Je suis certaine que les femmes ont été évincées. Parce que quand moi j'ai commencé à m'intéresser à ça, il y avait rien sur l'histoire des femmes. Je me souviens, j'ai fait un cours, un des premiers cours que j'ai fait, non, en histoire, c'est l'histoire du Québec. C'était peut-être 120 heures sur 2 ans, quelque chose comme ça. Et à la fin, j'ai dit au professeur, mais vous n'avez pas parlé des femmes durant tout ce cours. Oui, mais il me répond, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ben, j'aurais pu au moins dire quand elles ont eu le droit de vote, quand elles sont mises à travailler, durant la crise, je sais pas. Il n'y avait rien. Puis je prends mon livre de là Saint-Jean. Elle disait, elle, que Jeanne Mance était la fondatrice de Montréal avec Maisonneuve, qui se dit maintenant, c'est même officiel, entre guillemets. Mais elle disait ça. Elle citait Marguerite Bourgeois, elle citait Madeleine de Verchères, elle citait des femmes, Madame de Repentigny, qui avait un commerce à Montréal. Et imaginez, ces femmes-là, ils n'étaient pas terrés dans leur maison, ils faisaient des choses, mais on n'en parlait pas. Tout ce qu'on voyait, c'était des Ursulines, Marie de l'Incarnation ou Marguerite Bourgeois. Mais si vous regardez l'iconographie, ils sont en prière. On dirait qu'ils font rien. Mais moi, j'ai donné des cours à des gens de secondaire sur ça. Puis je leur montrais les photos. Je disais, c'est ennuyant, ces femmes-là, hein, en prière. Mais je vais vous dire ce qu'ils ont fait, moi. Hein? Qui allaient camper avec les Indiens, qui faisaient des traversées de 3 mois, ils soignaient tout le monde sur le bateau. Ils arrivaient ici, il n'y avait rien, puis ils étaient dans la neige, puis tout ça. Là, les jeunes, ça les intéresse, ça. Donc dans le rapport Jean, il y a une partie qui porte sur la sexisation. Et dans un de vos articles, vous avez écrit que nous devons comme créer des systèmes accessibles à tous et ce qui nécessite en fait de mettre l'accent sur les femmes et sur les inégalités. Est-ce que vous pensez en fait qu'il y a encore des défis vis-à-vis de l'accessibilité face à l'éducation des adultes pour les femmes et où est-ce qu'on a tout atteint? Ben, il y a des difficultés. Il y a aussi des difficultés. Maintenant qu'on parle d'être inclusif, c'est très important parce qu'il y a des difficultés qui peuvent être particulières, par exemple, aux femmes autochtones, aux femmes immigrantes, aux femmes de couleur. Donc, il faut aussi là être encore peut-être plus spécifique qu'on l'a été pour leur donner des choses qui vont bien avec leur histoire, avec leur culture et tout ça. Ça, je pense, c'est très important. Tout ce qu'on appelle l'éducation genrée, des choses comme ça, là. C'est très important quand elles retournent à l'éducation, qu'elles sont dans le système d'éducation, qu'elle puisse se reconnaître aussi en tant que femme qui n'est pas nécessairement une femme blanche, etc. Donc ça, je pense, c'est un aspect important, et pour les hommes et pour les femmes. L'autre aspect que je trouve important aussi, c'est avec
certaines choses qui se sont passées dernièrement, c'est de travailler ensemble, les hommes et les femmes. D'ailleurs, Idola Saint-Jean, des fois on disait, les femmes à l'époque, ils sont contre les hommes. Elle disait souvent, on n'est pas contre les hommes. On veut contribuer à la société, tout simplement. On ne veut pas exclure personne. Donc, ça, je pense que c'est très important, parce qu'on a souvent dit ça. Moi, quand j'avais fini ma courte biographie sur Idola Saint-Jean dans les années 70, j'avais fini en disant, rien n'est jamais acquis pour les femmes. Il faut toujours regarder, il faut toujours examiner, que ce soit les salaires, les postes. Un des gros enjeux dans le moment, c'est encore, je pense, le rapport famille-travail, les partages des tâches dans la famille. Bon, il se fait des choses, mais il y a encore du travail à faire. Quand on regarde les statistiques, c'est encore les femmes qui font un bon pourcentage du travail à la maison, même si, je le vois avec mes enfants, même si les hommes contribuent plus. On dit souvent que j'avais lu dernièrement, les femmes savent quoi faire, les hommes, il faut que tu leur dises quoi faire. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez comme léguer ou transmettre aux générations de femmes, aux jeunes générations de femmes? Ben, moi, je trouve l'importance de s'impliquer dans la société de différentes façons. Il faut continuer que les femmes s'impliquent, essaient d'influencer les politiques publiques, les politiques sociales, les services. Quand on parle de la participation à la prise de décision sociale et tout, évidemment, il faut comprendre. Il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre de quoi il s'agit. Donc, tout ça a un impact sur la littératie. Les femmes, les jeunes femmes se scolarisent plus que les garçons, on le dit assez souvent, mais toute la question de la littératie, il y a 5 niveaux en littératie, donc on dit pour fonctionner dans notre société, ça prend un niveau 3, permet de comprendre des manuels d'instruction, des prescriptions des médecins, des guides alimentaires. Donc, pour l'éducation, je crois que les femmes, de plus en plus, ont à peu près accès à tout, mais il y a toujours le problème, comme j'ai dit, conciliation, travail, famille, qui peut jouer sur le désir d'une femme de faire quelque chose, la confiance en elle pour les jeunes filles, ça c'est très important. Quand on voit des fois avec moi je trouve que les réseaux sociaux, c'est assez pénible parfois quand on lit des choses là, sur le harcèlement des filles et tout ça. On leur dit, il faut le dire, il faut prendre la parole, il faut ne pas rester dans son coin puis dire je subis ça et je dis rien. Donc c'est tout ça encore ce développement de construction de son image, et c'est l'image des jeunes filles qui sont minces, ça joue aussi sur les jeunes filles aujourd'hui. Donc, tous ces éléments-là sont très importants, et pour les parents, et pour les femmes, pour rester en contact avec leurs enfants. Donc, tout ça fait partie de l'éducation. Souvent, on voit une chose, on dit « Ah, ça serait bien, ça serait intéressant », mais il faut examiner autour de ça les enjeux sociaux, les enjeux pour les générations futures, si on parle d'environnement. Alors, c'est tous des endroits où il faut la participation sociale des citoyens, et ça, c'est de l'éducation des adultes. Hein?